à l'horizon. Seulement la nuit, sur les monts, c'est la fleur. Moi, ça fait vert, toi, sur une gamine. Bon, tout d'abord, merci. Merci à vous tous. Et merci au CEPEN, Sauveterre, on ne connaît pas trop ce que c'est Culture et Patrimoine en Océlois et un peu en Sauveterre. Alors, les anciens combattants œuvrent dans une même association, ceux de la commune et ceux de Nocelle. Le maquis de Villenongue s'est organisé sur un territoire partagé entre Nocelle, Sauveterre et Cabanès, bien entendu. Les poilus et les familles de toutes nos communes ont vécu le même drame. C'est donc bien volontiers que les sauveterrains ont prolongé leur travail engagé en 2014 lors de l'exposition estivale de la Maison des Patrimoines consacrée aux guerres. Parmi les souvenirs laissés par les poilus, des lettres, des cartes postales, des carnets de route, des cahiers de souvenirs, des témoignages. Dans les maisons du Nocélois ou du Sauveterrain, ces écrits sont conservés et transmis entre générations, ou parfois trouvés à l'occasion du nettoyage d'une armoire ou d'un grenier. Nous avons eu accès à certains d'entre eux. Merci à toutes ces familles qui ont accepté de présenter leurs souvenirs familiaux. D'autres documents existent probablement dans d'autres maisons de notre territoire. Puissent-ils être un jour partagés? Nous allons sélectionner quelques extraits de ces nombreux documents. Nous allons vous les lire. Ils donnent bien évidemment une vision parcellaire et incomplète de la guerre. Vous y trouverez cependant la description de ce qu'ont vécu nos anciens quant à plusieurs sujets évoqués la semaine dernière par Roger Détaille. Nous espérons qu'ils vous feront ressentir l'ambiance qui régnait à cette époque, tant sur le front que dans nos fermes et nos villages. Ces écrits représentent les relations de 14 poilus avec leurs familles. Leurs noms sont quelquefois mentionnés. La liste complète est affichée à la sortie. Nous avons souhaité que les lecteurs soient nombreux. Merci à eux. Nous ne sommes pas des professionnels, bien entendu. Donc n'hésitez pas à demander quelques corrections si effectivement elles sont nécessaires. Pour des troupes et des familles, le courrier était important. C'était une préoccupation constante. Ces quelques extraits que vont lire les élèves de Sauveterre montrent toute l'incertitude vécue tant au front que dans le Ségala. Malgré tous les contrôles, les informations circulent dans les familles. Voici l'exemple d'une convention passée entre Joseph Nouriga, à Sauveterre, et sa femme quant à sa signature. La convention précise: le prénom indiquera le département ou la région où je serai. Les 2 dernières lettres de mon nom seront les premières et dernières lettres de la ville la plus rapprochée. Exemple. La signature B. Nourigatis signifie pour le B, à la place du prénom qui était Joseph, Belgique. Puis il y a Nouriga, c'est son nom, qui finit par YS en complément et qui veut dire Ypres. C'était la convention qui était entretenue entre Joseph Nouriga et sa femme. Maintenant, nous allons laisser la parole aux enfants qui vont venir lire quelques extraits de ces lettres de poilus. Encore un jour sans courrier et un jour où il faut écrire un mot à la hâte sur les genoux pour que tu ne restes pas sans nouvelles. Et c'est encore une façon de parler, car si nous ne recevons pas de courrier, il y a beaucoup de chances pour que le nôtre ne parte pas. Jean Lacan. Ne crois pas que je fasse refus de ta lettre, quoique je te la renvoie
C'est seulement pour profiter du papier. Joseph Couderc, au dos de la lettre de sa femme. Ça m'attriste de voir que tu n'as pas reçu de mes lettres. Tu m'as dit que tu m'en as envoyé 3 ou 4. Et moi aussi j'ai la 4e. Je ne comprends pas où elles peuvent rester. La tienne arrive dans 2 jours. Elle arrive très bien. Je pense que tu en recevras 3 ou 4 à la fois. Émilie Mozart. Il paraît qu'à partir du 11, nous ne pourrons plus qu'acheter nos lettres. Alors ne sois pas étonné qu'elles arrivent ouvertes, qu'achètent toujours les tiennes. Maintenant, ils veulent être au courant de ce qu'on peut causer à nos épouses. Ça commence beaucoup à nous ennuyer. Joseph Couderc. Ce matin, j'ai reçu la carte du 8 mars. Plus de 2 mois de retard. Donc, Françoise nous régale. La réquisition à Meljac. À propos de la question des vaches que nous ne pouvons pas donner. Mais ici, il est faux. Nous ne pouvons pas les donner, on viendra les réquisitionner. Alors, on a donné la muscade. Et pour jeudi de cette semaine, il faut qu'on en amène un autre, 25. Alors, tu vois que pour la commune de Meljac, ça commence à faire 35 en tout. Nous allons à Tanus porter une charrette de foin pour les réquisitions. Il y en a d'autres, il en faut 40 quintométriques. La réquisition est un vrai drame, notamment pour les petites fermes. Une jeune mère de famille convoquée à Cassagne afin d'y donner Poulon, son unique cheval, réussit à conserver son animal en interpellant avec courage l'officier réquisitionneur. J'ai 3 enfants à nourrir et c'est la seule bête que je puisse atteler. Si vous la prenez, rendez-moi mon mari. La guerre n'épargnait pas l'école. Voici la rédaction relevée dans le cahier de Marie Couderc, qui avait 16 ans à l'époque, en juin 1918. Sujet de la rédaction: analysez et décrivez les principaux sentiments que vous éprouvez quand votre pensée se porte sur nos soldats qui ont tant de souffrances à endurer, tant de dangers à courir et qui versent leur sang si généreusement sur les champs de bataille. La guerre dure depuis 4 ans. Et depuis le jour de la mobilisation, ce n'est plus là-haut, dans les plaines du nord et de l'est, que carnage et tuerie. Le bruit du canon a succédé au ronflement joyeux des usines, et les soldats ont remplacé les habitants qui vivaient heureux dans ces vallées fertiles. Et nos soldats, depuis le début, sont là-haut toujours courageux, toujours fermes, toujours énergiques, prêts à aller jusqu'au bout. Voyez-les, ces vaillants au moment de l'assaut. Les canons se sont tus, la fusillade a cessé. Ils s'élancent de leurs tranchées, front haut, grave, stoïque, et courent, baïonnette en main,
contre l'ennemi. C'est un corps à corps affreux, une lutte éperdue. Mais pas un ne recule, qu'importe leur vie, la France la demande, il la lui donne. Ils ne pensent à leur famille que pour leur envoyer leur dernier adieu. Ils sacrifient les amours légitimes pour une cause supérieure, celle de la patrie. Mais dans les tranchées, ils sont aussi admirables qu'au sein des batailles. Ils ont de l'eau, de la boue jusqu'à mi-jambe. Les convois de ravitaillement, arrêtés par la fusillade qui fait rage, ne peuvent arriver. Ils sont là, sans nourriture. Comment ne pas les admirer, ces braves poilus si endurants, et qui font si bien leur devoir. Du brave fantassin à l'héroïque artilleur, du dévoué aviateur à l'intrépide chasseur alpin, tous, sans exception, accomplissent leurs tâches avec énergie, héroïsme et courage. Aussi, un sentiment de reconnaissance s'échappe de mon cœur quand je lis sur les journaux les brillants faits d'armes qu'ils ont accomplis. Ils méritent bien toute notre gratitude. N'est-ce pas pour nous qu'ils se battent, qu'ils versent leur sang ? Par conséquent, acceptons avec résignation, sans murmurer, les peines du moment et songeons aux plus malheureux que nous. Ainsi, notre âme, grandie par ces sacrifices, sera encore plus digne d'être la compatriote des braves soldats de 1914-1918. Maintenant, entrer en scène. Le 2 août 1914, dans le Ségala, comme dans toute la France, alors que les dépiquages battent leur plein, les cloches sonnent, annonçant la guerre. Un à un, au fil de l'arrivée des feuilles de route, la commune se vide de tous les hommes de 20 à 45 ans. Les poilus commencent leur carnet de route. Voici 2 récits de ces premiers jours. Extrait du carnet de route de Léon Bermond. 1er août 1914. Mobilisation générale à 4 heures du soir. Quartier consigné. Libre de 7h à 8h. À 9h du soir, manifestation par les civils suivie d'une grande foule. Ils arrivent en face de la caserne, de là à la préfecture, chez le général, drapeau tricolore en tête, accompagné de chants patriotiques. 3 août, réception des réservistes au Foirail. 4 août, je reconnais les voitures et chevaux qui doivent m'être affectés. 5 août, revue par le colonel, embarquement du 1er bataillon à 2h, puis du 2e bataillon à 9h du soir,
malgré une pluie battante, embarquement accompagné de la musique et d'une foule de civils en criant. 6 août, réveil à 4 heures. Embarquement et départ du 3e bataillon. En route pour la frontière sur la ligne de Carmaux. Le journal de l'Aveyron note « Une foule immense réunie sur la place d'Armes a applaudi à tout rompre. Monsieur le préfet et le conseil municipal, avec les vétérans de 1870-71, étaient là. Dans un discours du plus pur patriotisme, monsieur le préfet a harangué officiers et soldats, au milieu des salves d'applaudissements et de l'émotion générale. » Deuxième extrait du carnet de route trouvé dans un grenier sauveterra d'un inconnu. La carte est là. Nous sommes partis de Castres le 16 août 1914 à 7 heures du soir. Repos à 7 pour déjeuner. Passé à Lyon à 7 heures. À Dole, nous avons vu 83 Allemands suspects. Nous traversons Besançon le 18 août à 9 heures. Joli passage, comme montagne, traversé par de grands tunnels. Nous arrivons à Belfort le 18 août à 3 heures du soir. Au total, 45 heures de route. Débarqués, nous partons à Sarmois. Nous avons vu les forts des aéroplanes. Nous partons à 10 heures du soir en Alsace. Les 19 et 20 août, journée mémorable. Au Kyr, on se voit entre les mains des Allemands. Nous revenons en arrière et nous couchons sur la route. Le 21, nous sommes à Ostraf. Une grande bataille s'y était produite. On brûle les effets des braves, morts sur le champ de bataille. Nous repartons à 8 heures du soir, sur la route de Mulhouse, le canon tonne des villages en feu. Les hommes sont montés vers le front, croyant en revenir rapidement. Petit à petit, ils réalisent que la guerre durera plus longtemps. En novembre 1914, Jean Lacan écrit « Espérons que cette bataille, réellement dure et pénible, sera bientôt terminée et que nous aurons l'avantage. » Voici d'autres témoignages. Je n'approche pas. Sylvain Caillol, médecin de sauveterre réquisitionné pour partir au front, est né 4 ans après le désastre de Sedan. L'Alsace et la Lorraine n'étaient pas encore oubliées. Voici quelques extraits de différentes lettres écrites à son épouse à diverses périodes. Au début de la guerre, cette humiliation avait tellement pesé sur mon âme que j'avais souhaité la guerre de la revanche. À la mi-septembre 1914, il est très optimiste. Dans quelques jours, notre territoire sera vidé des hordes allemandes. Alors commencera la meilleure des guerres, celle qu'on fait en pays ennemi. En Allemagne, si les circonstances nous y conduisent, nous saurons imposer la dure loi du vainqueur. Mais en décembre 1914, Sylvain Caillol est obligé de déchanter. Les prévisions de Joffre sont que la guerre prendra fin en juin ou juillet. En mars 1915, rien encore ne peut faire prévoir la fin de cette guerre, mais tout le monde est certain de la victoire finale. En septembre 1915, 1 an après le début des hostilités, tout le monde est convaincu de la victoire finale et peut-être prochaine. En novembre 1915, la victoire définitive paraît de plus en plus assurée, bien que dans un avenir éloigné. Il est impossible que tant de morts soient tombés vainement parmi les nôtres, que nos souffrances à tous n'aient pas un résultat bienfaisant. Courage donc, la France sortira grandie de l'épreuve. Autre
Autre extrait, Joseph Couder, en 1915, exprime également les mêmes sentiments dans les 2 extraits de lettres à son épouse. C'est pris au milieu. On n'aurait jamais cru que ce fût une guerre si longue. Pour moi, il en est toujours de même pour mon travail. Le régiment n'a été placé toujours qu'à des endroits pour maintenir, ce qui fait que je ne connais pas grand-chose, en fait, de la guerre. Je ne demande qu'une seule chose, que ceci dure jusqu'à la fin des hostilités. Car faut espérer que ceci finira par avoir une fin, peut-être plus tôt que l'on ne pense, et ce serait à souhaiter pour tous. 2e extrait. Ma santé est toujours très bonne dans ce métier militaire qu'il me tarde beaucoup qu'il finisse. Mais malheureusement, il ne semble pas être prêt à se terminer encore. Espérons qu'il sera peut-être plus court qu'on peut le penser, et ce serait à souhaiter pour nous tous. Car tu peux croire que ce n'est pas à 41 ans qu'on a du goût, ni du courage à se dévouer pour un gouvernement qui n'avait rien prévu. On ne pourra les avoir que par usure et le concours de toutes les puissances. Enfin, il faut toujours avoir bon courage en attendant le succès final. Jusqu'ici, je n'ai pas encore trop souffert. Il s'agirait que cela puisse durer encore. Et je souhaite que Dieu me protège, comme je l'ai été jusqu'ici. Comment se présente la vie sur le front? Sylvain Caillol, médecin, écrit à sa femme: le feu sacré est parmi nos soldats. Nos troupes sont pleines d'entrain et plus confiantes que jamais dans la victoire prochaine. C'est une joie de constater leur esprit de bravoure. Dans la boue des tranchées, nos poilus sont stoïques et valeureux. Les combats sont si meurtriers que bien peu des vrais combattants font une longue carrière. Ce merveilleux esprit du front fait la force et l'endurance des poilus. Voilà d'autres extraits. Poursuite du cahier d'un inconnu. Alors, c'est écrit en continu, c'est 2, 3 mots ou 4 mots la plupart du temps, et c'est en permanence sur une même ligne, mais écrit à plusieurs jours d'intervalle. 28 et 29 octobre 1914, grande bataille. Nous avons campé près du château de comte de Ranchecourt. Le 30 octobre, nous partons de Rebreuve, passons à Bruay et arrivons à Eudigneul, près de Béthune. Halte. 1er novembre, repos. Le dimanche, grand changement de troupes. Nous nous portons sur les côtés de l'île. Grande bataille pendant 3 semaines. Chaque jour, nous voyons des biplans voyager sur la ligne de feu. Visite de Poincaré dans nos troupes. Le 20 novembre, j'ai amené les chevaux à Beuvray. Je suis passé à Béthune, où nous avons vu des maisons incendiées. Retour à Eudigneul. Beaucoup de froid. Un verglas sur les routes à ne pas pouvoir marcher. Tout le monde est à réfléchir. Nous partons d'Eudigneul le 22 novembre à midi et passons par Bruay, à Oudin, à Ligny-Saint-Flochel. Nous arrivons à Reuilcourt où nous couchons. Le 23, nous arrivons à Saint-Michel-sur-Ternoise. Un temps froid, les routes couvertes de verglas, beaucoup de fatigue. Une journée de halte. Le 25, promenade à cheval.
Nous passons à Saint-Paul-sur-Ternoise où nous voyons des prisonniers allemands balayer les rues. Le 26 novembre, excursion d'un souterrain du château de Catherinette. Nous attendons des ordres pour repartir. Départ le 26 de Saint-Paul. Nous passons à Ligny-Saint-Flochel. Le 27 novembre, nous arrivons à Mézières. Ravitaillement à la Bassée, à Saint-Lys-la-Ourse et à Armentières. Alors, plus tard, le 5 mai 1915, préparation du grand coup. Changement de troupe. Nous avons vu beaucoup d'aéroplanes passer pour aller sur les lignes de feu. Le canon ne cesse pas, il fait rage. Nous attendons le départ de Monchy sur Arras. Le 7 mai, grand bombardement. Le 9 mai, nous partons de Monchy. Le 10 mai, nous arrivons au Mont-Saint-Éloi à 4 heures du soir. Nous campons dehors à côté de grosses pièces qui ne s'arrêtent pas de cracher. Le 11, prise de 46, 58 officiers, 3000 prisonniers, 6 canons, 3 mitrailleuses. Bombardement sur 3 aéros Boche vers 7 heures du matin. Dans la nuit du 11 mai, 3 grosses marmites, qui sont de grosses bondes, qui font les entonnoirs, tombent à côté des tentes. Le 12 mai, ravitaillement. Les grosses pièces donnent sans discontinuer. Dans la nuit du 12 mai, vers 11 h, les Boches ont envoyé plusieurs marmites. 4 hommes tués, 48 blessés et 75 chevaux tués. À côté de Saint-Éloi, le 14 et le 15, grande bataille. Le 16 mai, combat d'aéroplanes. À tout instant, la section est arrosée par des grosses marmites. Le 17 mai même, répétition. Toujours les marmites tombent sur la section. Un blessé. La section du 14e a été repérée. Ils ont eu des morts et des chevaux tués. Alors là, il s'agit par contre de lettres. C'est Jean Lacan et ça date de fin 1914. 4 novembre. Nous avons eu hier une journée assez pénible. Quelques hommes tués, d'autres blessés et une foule de chevaux tués ou blessés. Nous sommes presque démontés au groupe en ce moment et je t'assure que le travail ne manque pas. 5 novembre. Nos lignes de fantassins, bien abritées des obus dans les tranchées, tiennent bon et ont même repris l'offensive. Et, ce matin, la fusillade intense semble vouloir un peu s'éloigner. Mais tout cela ne se passe que sur assez petites lignes devant nous. Qu'y a-t-il à droite et à gauche? Mystère complet. Le 29 novembre. Si tu savais la boue qu'il y a ici depuis le dégel, c'est quelque chose de fantastique. On circule à cheval seulement. Maintenant, les Allemands sont devant nous un peu plus calmes. On permet à une batterie sur 3 de venir se reposer un peu à l'arrière. Les chevaux peuvent être un peu dételés et débricolés. Les nôtres ne l'avaient pas été depuis 29 jours. Les hommes se sont mis immédiatement à construire des abris pour ces pauvres bêtes. On prend des perches à houblon et, avec des branches de saule, on fait un vague de toit qui brise un peu le vent. 30 décembre. Il y a tellement de boue, même à travers champs, que l'on est obligé de changer de chaussettes et de souliers après chaque traversée. Célestin Rivière, 6 février 1917. Toujours en bonne santé, encore nous ne sommes pas en ligne. Il fait toujours froid.
tous les légumes, le pain, le vin, tout est gelé et pour la nourriture, cela ne va pas du tout. Heureusement qu'on en trouve à s'approvisionner. 9 avril 1918. Mes copains m'écrivent. En ce moment, ils sont dans la mêlée et c'est la guerre en rase campagne. 8 jours sans presque dormir et 4 sans vivre. Et Émile Caillol, du 10 juin 1918. Nous avons une batterie à 2 km de l'ennemi. Nous allons leur porter des obus tous les soirs. Nous partons à 17h et revenons à 6h du matin. C'est une corvée très pénible car nous portons des obus de 42 à 50 kg chacun et nous en portons 600 tous les soirs. Ils sont évalués à 250 francs chacun. Toute la nuit dernière, l'ennemi nous a envoyé des obus de gros calibre et le 31e d'artillerie qui se trouve à côté de nous a eu 42 chevaux tués et 2 hommes. Encore, dans notre groupe, nous n'avons pas eu de victimes et nous n'avons qu'un sous-lieutenant-major pour nous soigner. Et il se trouve à la 10e batterie. Pendant le jour, nous dormons, où nous allons cueillir des cerises et des fraises des bois. Car il y en a beaucoup. Et si nous restons encore longtemps ici, nous pourrons manger des raisins. Car ici, ce n'est que des vignes. Dans les villages, on fait évacuer les civils. Ces jours-ci, les batteries ont ramassé un gros cochon dans une écurie que les civils avaient laissé et nous l'avons tué. Il pesait 200 kilos. C'est vraiment malheureux de voir toutes ces maisons pillées, le linge dans les cours, toutes les armoires vidées, rien de rester à sa place. Et maintenant, les tranchées. Entre les déplacements et les combats, il y a quelque temps de repos. Les soldats s'occupent, ils gravent des douilles d'obus, telles que celles présentées à la quincaillerie. Ils font aussi des bagues, comme l'écrit Louis Bazin à sa femme. Tu me diras si elles veulent une bague. Ces bagues sont faites ici par des soldats avec des obus allemands qui ont éclaté dans les champs. C'est en aluminium, et naturellement, il faut payer celui qui les fait. Mais dans les tranchées, la vie, ou plutôt la survie, est très difficile. Voici des extraits de lettres qui décrivent cette horreur. D'abord une lettre de Louis Mazars à sa femme. Tu me demandes toujours où je suis. Eh bien, je vais te le dire. Nous sommes logés comme des renards dans des trous creusés dans la terre. On y allume du feu. Nous avons du bois à volonté puisque nous sommes dans une forêt. Nous sommes 4 hommes dans notre lapinière. Nous n'avons pas trop d'espace pour nous remuer. Il y a dans ce bois beaucoup de cabanes comme la nôtre qui sont habitées par les troupes. On n'y a pas froid, mais les rats et les puces nous dévorent parce que le temps n'est pas froid du tout. Il n'a pas gelé du tout le mois de janvier et la chaleur du feu regroupe les puces. Mais nous avons fait la moitié du mois. Nous n'y restons que jusqu'au 10 février. Nous retournerons à la section. Notre travail consiste à ravitailler les bombardiers qui lancent les bombes. Nous y allons un soir, entre autres, après le coucher du soleil. Nous sommes de retour à 9h du soir. Ce qui est le plus embêtant, c'est la boue. Le temps est souvent pluvieux. Un extrait d'une lettre de Léon Bermond. Nous partons pour les tranchées de première ligne. Nous faisons 2 km en rase campagne, malgré la fusillade, et nous arrivons au boyau communiquant aux tranchées avec de l'eau jusqu'aux genoux. À la pointe du jour, le canon tonne et on annonce une attaque. Le 142e attaque. Aussitôt, les hommes sortent des tranchées et les mitrailleuses balayent toute la ligne. De janvier 1916, Célestin Rivière. C'est de la tranchée que je vous écris ces quelques mots. Ma santé est toujours bonne. J'espère que vous soyez ainsi.
Ici, c'est toujours pareil, le temps n'est pas trop beau. Jour et nuit, presque, nous travaillons à faire des souterrains pour se mettre à l'abri des obus et du mauvais temps. Louis Lacombe, en septembre 1916, nous sommes en première ligne depuis hier soir. Nous sommes assez mal installés car nous n'avons pas des trous de sape pour nous reposer. Des rats nous envahissent, nous éventrent les musettes, ils mangent beurre, chocolat, etc. Impossible de rien conserver. Il y en a, c'est effrayant. On les tue à coups de baïonnette en quantité. Les nuits, nous sommes obligés de mettre une couverture sur la tête pour qu'ils ne nous grimpent pas sur la figure et qu'ils ne nous mordent pas. Ce dont ils sont très capables car ils sont énormes et pleins de toupets. Avril 1915, maintenant, donc Joseph Nouriga. Et avec cela, nous avons subi aujourd'hui dans la tranchée un bombardement intense. Je n'avais jamais vu les Boches bombarder si violemment les premières lignes, même dans les attaques. Habituellement, ils tapent sur les réserves, sur les renforts, dans les boyaux d'accès à la tranchée de première ligne. Nous avons reçu certainement 7 à 800 obus de 77 ou de 105, fusant ou percutant. La tranchée a été bouleversée. En beaucoup d'endroits, le parapet n'existe presque plus, les créneaux sont bouchés, les abris sont démolis. À la nuit, on va réparer tout cela. Le résultat était maigre pourtant. 2 blessés légèrement et un caporal tué. Ce caporal même n'aurait pas été tué s'il était resté à sa place. Il a voulu par excès de dévouement aller chercher un flacon de teinture d'iode dans son sac pour panser un des blessés. Il a reçu un gros éclat d'obus dans les gars, un peu plus tard, donc il éclate son beau-frère. Nous venons de passer 3 jours au repos et nous sommes revenus dans la nuit aux tranchées, toujours dans le même secteur et au même endroit. Nous aurions assez de tranquillité si les grenades, les bombes de toutes sortes, on en invente toujours de nouvelles de part et d'autre, ne nous obligeaient à une attention constante. Cette guerre de tranchées change de plus en plus. Moins d'obus peut-être, mais plus d'engins à faible portée lancés par les fantassins. Nous lançons à la main des grenades, des boîtes à mitraille, de petites bombes. À l'aide de canons rudimentaires, un tube dans lequel on met un peu de poudre dans le fond, un petit trou par lequel on fait passer la mèche qui sert à allumer la poudre, un jeu d'enfant quoi. Des bombes à forme d'obus de 1 à 13 kg. À l'aide de petits canons un peu plus compliqués et à des distances de plusieurs centaines de mètres, des bombes diverses de même forme. Enfin, on nous annonce, et j'en ai expérimenté hier au repos, des bombes à gaz incommodants, mais non asphyxiants. Ils provoquent les larmes, gênent la respiration. Même des balles à gaz incommodants. Pour te donner une idée de l'effet que peuvent produire les bombes, que je te dise l'exemple suivant. L'autre jour, une bombe Bosch, pas très grosse me semble-t-il, 3 ou 4 kilos, a dépassé notre tranchée et est tombée à une vingtaine de mètres en arrière. Elle a soulevé un cadavre, l'a projeté à 20 ou 30 mètres de hauteur. Je n'exagère pas. Et ce cadavre est venu retomber au devant de notre tranchée, parcourant ainsi en l'air une quarantaine de mètres. Ça nous a frappés. En général, cependant, les bombes produisent peu d'effet, mais elles peuvent blesser beaucoup de monde. Heureusement, on les voit venir et on a le temps de se garer. Notre bombe de 13 kg, elle, a une puissance destructrice considérable. La terre, les sacs, la tranchée volent, mais on réussit peu souvent la tranchée ennemie, car on les lance à une assez grande distance. Je pense que vous voulez dire on atteint, au lieu de on réussit. Ce qui nous gêne actuellement, c'est l'odeur des cadavres. On enterre ce que l'on peut, mais et que sera-ce dans une vingtaine de jours? Heureusement, petit à petit, les obus, les bombes pulvérisent les cadavres qui restent, et le tout se disperse dans l'air et se décompose beaucoup plus vite. André, tu fais un petit intermède pour décontracter un peu.
Bonsoir à tous. Texte d'ici, chanson d'alors. Alors, c'était début du XXe siècle. Et il y a une foule mais incroyable de chansons populaires du début du XXe siècle. J'en ai gardé comme ça pour vous quelques-unes qui sont celles, on dit, qui font partie du patrimoine, de notre patrimoine des chansons. Et ça paraît incroyable qu'il y en ait eu autant, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout le reste, il n'y avait pas d'électricité à ces gars-là. Donc ces chansons que vous connaissez, qu'on chante, moi je pense qu'à ces gars-là, elles n'étaient jamais arrivées, si ce n'est peut-être en étant allé chez quelques riches bourgeois qui avaient un gramophone et qui vous passaient des disques. Et puis c'était des chansons qui sont en français. Et en ces gars-là, en 1915, on parlait quand même beaucoup plus de l'occitan que le français. Mais n'empêche, ce sont des chansons qui sont restées et vous allez voir que vous les connaissez presque toutes. Donc je vous ai fait simplement un petit florilège des refrains. Voilà, des refrains de ces chansons. Et puis tout à l'heure, vous verrez, vous les entendrez, parce que quand même, heureusement, les disques existaient. Et donc les voix de ces fabuleux comédiens, interprètes qui étaient Aristide Briand, eh bien, on l'entendra. Il y avait Fraxon, il y avait Paulin, il y avait Mercadier qui était de chez nous, un peu tout ça. Et c'est formidable d'entendre ces gens qui avaient vraiment de la voix, puisqu'ils chantaient sans micro. Et dans des salles où il y avait des centaines et des centaines de personnes. Et lorsqu'il y avait ce qu'on appelait les comiques troupiers, qui chantaient pour des milliers de soldats, et comment imaginer qu'on arrivait à bien les entendre. Voilà, c'est le problème qui m'intrigue beaucoup, moi qui ne connais pas trop. Je ne m'appelle pas Marcel, mais il faut me chauffer. Et quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Avec l'ami Bélidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tout le natif d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras baladent vers les monuments. Dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. Et maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard le Noir. À la Bastille, on l'aime bien, Néné Potchien. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien. Néné Potchien, à la Bastille. Mais celui qu'elle aime, qu'elle a dans la peau, c'est Jojo la crème, parce qu'il est costaud, parce que c'est un homme qui en bat le foie vert, alors faut voir comme Ninina dans le pot. À la Bastille, on l'aime bien, Nini Potchien. Elle est si belle et si gentille, on l'aime bien, Nini Potchien. À la Bastille. Voici quel est le doux refrain que le pauvre gars redonne tout bas. J'aime Pimpole et sa falaise, ses bignous et son grand pardon. J'aime surtout la Pimpolaise qui m'attend au pays breton. Le cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, et le soir, lorsque tout dort tranquille,
les ponts de Paris. Lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette au hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien mon marquis sous les ponts de Paris. Il faut changer de tonalité. Alors, tout à l'heure. Mais je me dis en voyant ces apparts que sûrement des beautés pareilles, je crois bien qu'il n'y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dans la rue on peut la voir, qu'elle est assise à son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la vaisselle du grand café. Et je suis devenu le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une nanana, une nananita. Elle est vive, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkiki, ma tonkikoise. D'autres peu font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Nous arrivons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous, c'est l'amour. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Alors je lui dis merci pour le bouquet. Ouais, mais le bouquet, c'est pas ce qu'il fallait. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Maintenant, pour mon bonheur, Marguerite, Marguerite, maintenant, pour ton bonheur, Marguerite, dans son cœur. Dans les bois de... Dans le jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire la nuit. Auprès de ma blonde, il fait bon, auprès de ma blonde, il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et la cloche colombe. Auprès de ma blonde, il fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Alors la dernière, c'est un refrain qui était très populaire au début de la guerre. Elle a été composée en 1910-11 par un musicien qui a un nom célèbre, Sablon, Adelmar Sablon. Adelmar Sablon. C'était le père de Jean Sablon et de Germaine Sablon. Et Jean Sablon, qui avait une voix très mélodieuse, qui ne pouvait pas chanter des chansons comme on chantait à l'époque, c'est le premier chanteur français qui a eu l'idée de chanter avec un micro.
Voilà, c'est Jean Sablon le premier. Et donc son père était un musicien très célèbre et qui avait composé une valse mélodieuse, amoureuse. Et c'est cette valse dont nous parlera Max au château de Taurine la semaine prochaine. Alors le refrain faisait comme ça. Et alors le refrain de cette chanson célèbre faisait bonsoir m'amour, bonsoir ma fleur, bonsoir toute mon âme, ô toi qui tiens tout mon bonheur dans ton regard de femme, de ta beauté, de ton amour, si ma beauté fleurit. Je veux te garder, je veux te jurer, ma jolie, de t'aimer toujours. Et c'est cette chanson qui va être détournée dans les tranchées. Mais c'est Max qui nous en parlera. Voilà. Elle s'appelle Bonsoir Mamour. Et dans les tranchées, elle a changé de nom. Voilà. On reprend quelques extraits. Les tranchées françaises et les tranchées allemandes sont proches les unes des autres. Parfois, les ennemis communiquent entre eux. Léon Bermond raconte dans son carnet un échange entre voisins. Oui. Donc nous partons aux tranchées de première ligne. La nuit fut assez calme. Le matin, vers les 8 heures, parmi nos lignes, il y eut des coups de sifflet. L'ennemi nous répond par ce même signal. Au bout d'un instant, le cri de « Camarades, camarades » se fait entendre. Alors tout le monde tend l'oreille. De nouveau le même cri, et s'exprimant bien en français, « Camarades, ne tirez pas », plusieurs fois. Alors nous sortons sur les tranchées, et parmi les arbres coupés par la fusillade, nous apercevons 2 sortes de silhouettes. Ce sont 3 ou 4 Allemands, sans armes, qui appelaient sans cesse et qui disaient « Ne tirez pas ». Nous autres, croyant qu'ils voulaient se rendre, nous n'avons pas tiré et nous les avons priés de venir, qu'ils seraient bien avec nous. Oh, excusez-moi. Bien avec nous. Alors plusieurs sont sortis, causant très bien le français. Ils nous ont priés de ne pas tirer avant midi. Et on a causé un bon moment, en les priant toujours de venir. Et ils nous disaient toujours, ne tirez pas. Au bout de leur tranchée, ils fumaient tous de gros cigares et ils nous en montraient des paquets. Cette comédie dura une demi-heure. Tout d'un coup, l'un d'eux s'élance et vient vers nous, saute dans une tranchée, donne des cigares et se rend prisonnier. Alors nous avons pris du courage, croyant que quelques autres se rendraient, mais aucun autre n'a voulu se rendre. Parmi les poilus, certains étaient officiers. Joseph Nouriga était un de ceux-là. Instituteur, il fut mobilisé en tant que lieutenant. Il mourra sur le front. 2 extraits de lettres relatifs à ses responsabilités.
Joseph Nourigat dit à sa femme: pendant cette absence, je redeviens commandant de la compagnie. En un certain sens, c'est assommant. On est constamment empoisonné par des rapports, des états, des demandes de renseignements, etc. Naturellement, le sergent-major fait la plus grosse partie. J'ai bien signé aujourd'hui une dizaine d'états ou rapports divers, 4 ou 5 lettres concernant des familles de disparus, et j'ai 2 rapports à faire au compte 32 soldats passibles de conseil de guerre. C'est vraiment une peste. Le deuxième extrait. Témoignage après le décès de Joseph Nourigat. Il est un autre trait de caractère de votre beau-fils. C'est son indépendance à l'égard de ses chefs. Il n'hésitait pas, quand il voyait qu'un d'eux commettait une erreur funeste, à le lui faire remarquer avec fermeté. Il savait braver le mécontentement d'un supérieur. Je sais pertinemment qu'en une ou 2 circonstances, il réussit par sa fermeté à empêcher son chef de bataillon d'ordonner des mouvements inutiles et dangereux. Seul des 4 commandants de compagnie du bataillon, il avait osé dénoncer l'erreur de son commandement. Je ne crois pas que beaucoup sachent que si un tel jour de mars il ne succombait pas sous les balles des mitrailleuses allemandes, ils le doivent à votre beau-fils. Les permissions, quelques jours de repos pour rejoindre la famille. Mais quand? Lettre d'un poilu à sa famille. 13 septembre 1915. Pour la permission, je ne puis te fixer le jour. Mon jour est toujours des premiers, mais voilà 2 jours qu'il n'y a pas eu de départ. C'est ce qui retarde. Ne te chagrine pas, car c'est sûr que je viendrai te faire une surprise sans tarder. Le 14 septembre 1915. Comme je te l'avais annoncé, le départ n'aura pas lieu, car à ce jour qu'il paraît, nous devons encore être de nouveau changés, ce qui nous retarde 5 à 6 jours pour nos permissions. Le 15 septembre 1915. Je croyais venir en permission, mais elles ont toutes été suspendues pendant quelques jours. Ce sera, je pense, la semaine prochaine, sans manquer, car je suis le 3e à partir. Ne te chagrine pas, car pour le moment, on est assez bien. On est très éloigné de la ligne de feu. Lettre d'une femme de poilu à son mari. Hier soir, j'ai eu un moment d'émotion. J'ai reçu une dépêche. Je pensais que c'était toi qui nous télégraphiais pour me dire « Viens tel jour ». Déception. Ce n'était que Marthe qui m'envoyait un télégramme pour me dire qu'elle n'allait pas à Rodez. J'en ai pleuré. J'espérais tant que c'était toi. Et la religion, quel rôle a-t-elle joué? Quelques extraits. De Louis Mazars. Dans le pays de Jeanne d'Arc, le 2 novembre 1915. Nous venons de passer 3 dimanches et chacun de ces 3 jours, nous sommes allés à la messe qui se dit à 10 heures. Elles sont bien fréquentées, principalement par des soldats, parce que la moitié de la population civile est partie l'année dernière. Elle n'est pas revenue, parce que c'était envahi par les Allemands. Et tu peux croire que l'on chante bien, et avec la musique.
La plupart des officiers et des soldats y vont. Il faut croire que la religion aura le dernier mot qu'on voulait anéantir, mais elle reviendra, plus forte que jamais, après la guerre. Et que si nous sommes châtiés, nous l'avons bien mérité. Il faut toujours prier pour que le bon Dieu fasse cesser ce terrible fléau. Joseph Goudert. Tu me dis sur ta lettre que tu as été à Seignac avec les petites. Tu as bien fait. J'aurais aimé beaucoup y être avec toi pour accomplir le pèlerinage. Je suis content de savoir que tu as beaucoup pensé à moi au pied de l'autel de la Vierge. Sylvain Caillol, novembre 1914. 3 blessés ont été amenés des environs de Noménie. On a enterré 4 soldats français et 3 Allemands. Les infirmiers fleurissent toutes les tombes, surtout celles des nôtres. Quand un Boche meurt à l'ambulance, les obsèques sont les plus simples. Mais quand nous enterrons les nôtres, il y a toutes les cérémonies habituelles avec messe dans la petite église. À l'arrière du front, le docteur Sylvain Caillol est dans une ambulance. Il a l'occasion de visiter les villages du voisinage, près de son lieu de campement. Il écrit à sa femme. Gerbevillers-la-Martyre, comme cette appellation s'applique bien à ce riche chef-lieu de canton bâti entre Meurthe et Moselle, sur les rives de la Mortagne, et que les Boches ont brûlé durant 8 jours. Les impressions que je viens d'éprouver sont encore trop fraîches. Elles se prennent en foule et je ne saurais décrire la sainte horreur que j'ai éprouvée. Figure-toi une ville bien plus importante que Marcillac et tout en ruine. L'église, une merveille, est criblée d'obus. Le clocher effondré et les cloches brisées à tous les étages. Les maisons sans toiture n'offrent plus que des murs branlants où les fenêtres et les portes font des ouvertures sinistrées. Un château, qui dut être merveilleux, ressemble aux ruines de Villelongue et Belcastel. Les tableaux de paix ont brûlé dans leur cadre. À Héry-Ménil, au sud de Lunéville, si des obus ont détruit certaines maisons, ce sont des incendies allumés par les Allemands qui en ont consumé d'autres. Ces barbares qui avaient installé une mitrailleuse dans le clocher ont obligé la population à se rassembler dans l'église. Un seul obus français y tua une vingtaine de personnes. Le curé du village fut lâchement assassiné, ainsi qu'un autre notable pris comme otage. On leur coupa le cou en plusieurs reprises, sans parvenir même à détacher complètement la tête du prêtre. Il s'est passé là des scènes horribles. De Revenvillers, il ne reste pas la moitié des maisons debout. Le village a été pris, perdu, repris à 15 reprises. Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tous les crimes dans la région. Il y eut des morts, il y eut aussi de nombreux blessés. De Joseph Zublana, depuis l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand.
que je vous dise que je suis été blessé par une balle à la cuisse, mais que ça avait pris une très mauvaise tournure, à un point qu'il a fallu que l'on m'opère. On m'a ouvert le trou fait par la balle, et je t'assure que j'ai bien fait et ne souffre presque plus. Plus tard, ma blessure est bien à peu près, mais tout en allant vers le mieux. Je peux bien m'appuyer sur la jambe, et ce n'est pas que je ne peux pas trop l'allonger comme je veux, mais je ne souffre pas. Joseph Couder, octobre 1915. 2 mots pour te faire savoir de mes nouvelles qui sont très bonnes. Je vois même ma blessure se guérir. Mes souffrances ont diminué. Ma blessure ne suppure pas beaucoup. Ne te chagrine pas à mon égard, car je ne me fais pas du mauvais sang à l'égard de ma blessure, car elle n'est pas du tout dangereuse. Elle se guérit d'un jour à l'autre. Elle a commencé à diminuer comme longueur. Ma blessure est en parallèle à la hauteur de l'oreille à l'œil, presque tout l'espace. De Louis Caïr, blessé, évacué dans un hôpital suisse. Mars 1915. Chère maman et chère sœur, j'attends avec impatience de vos nouvelles. Je me porte bien, ma blessure va toujours en guérissant. Ne vous faites pas de mauvais sang, moi je ne m'en fais pas. Je vous envoie à l'hôpital où je suis. Février 1916. Je suis enchanté d'être en Suisse. Je ne crois pas aller plus mal. Longue amélioration. Nous sommes bien nourris, bien logés, bien couchés, très bonne chambre, bien tapissée, bien chauffée. De nombreux amis suisses nous rendent visite, nous portent des cigarettes, des livres, des journaux. Mai 1916. Quand on est malade, on a toujours des idées vagues, de venir au pays, de se distraire. D'une lettre d'une femme de Poilu. Tant que tu es là, à l'hôpital, je n'ai pas souci des obus. Surtout à présent que tous disent que ce sera terrible. Tu me dis que tu t'ennuies à l'hôpital, et moi qui voudrais que tu y restes toute la guerre. De Sylvain Caillol, médecin sur le front, faisant fonction de chirurgien. Février 1915. Quelle tristesse de penser au nombre d'estropiés qu'aura fait cette guerre. Ce qui est admirable, c'est le courage et l'abnégation avec lesquels nos pauvres soldats apprennent sur la table d'opération, au moment où on défait leur premier pansement du champ de bataille, que toute chirurgie conservatrice est impossible pour eux, et que l'exérèse du membre s'impose. Ils étendent sans rien dire leur tête sur le coussin et se laissent endormir sans se plaindre, sans un mot ou un geste de regret. Mai 1915, Sylvain Caillol. Sylvain Caillol est chargé de superviser l'assainissement des champs de bataille au sud de Lunéville. Le travail est exécuté par 2 équipes de civils lunévillois et consiste à déterrer les cadavres imparfaitement inhumés, à les identifier lorsque c'est possible et à les enterrer de nouveau dans de bonnes conditions. Cette tâche est pénible
certains cadavres ayant déjà été déterrés par des sangliers. Il y a aussi des dépouilles de chevreaux. L'odeur est épouvantable et les hommes travaillent dans une chaleur accablante, torride, insupportable. Alors le petit florilège, mais cette fois avec les chanteurs à l'origine. Alors vous pensez bien, au départ c'était sur un disque, comment ont été récupérés on ne sait pas trop, du disque il a fallu le refaire passer sur d'autres supports, donc ne vous étonnez pas si les voix sont un peu distantes et lointaines, mais c'est quand même, vous allez entendre Aristide Bruand, vous allez entendre Paulin, vous allez entendre Fraxon, vous allez entendre une fabuleuse chanteuse, vous verrez, le fameux Caruso, pareil. Alors, on avance. Auprès de Babylone, il fait bon, fait bon, fait bon. Et vous pourrez chanter. Il fait bon, dans Aristide en Bruand. prêtant la nuit, toujours pendant le jour, ce n'est que Madelon, et pour tout l'amour, car Madelon vient nous servir à boire. Pour la tonnelle, on prend le son du bout, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Avec la vividesse, on ne quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les grands ballons dans l'école du Mans. Dis donc, Vina, tiens, regarde un peu là. Marc Cheval. Caruso. Avec son guignon qui est toujours bien coiffé, la petite pierre du grand café. J'avais acheté pour ta fête 3 petits mouchoirs de soleil, rouges comme la cerise et 3 la violette. Théodore Beautret. La Pépolaise, c'était. Fonctionne du soir au matin. Elle pique à la mécanique, par pique, elle va bien. J'ai pas la grenouille la nuit, la médaille de pneumonie. Constantin. Reconnais une blonde, il n'en est qu'une au
monde. Quand elle sourit, le paradis n'a rien d'aussi joli que les charmes de ma blonde. Je n'aime qu'elle au monde. Ses yeux charmeurs, ensorceleurs, c'est tout mon bonheur. Fermeront leurs ailes, les cœurs d'amant seront fidèles. Quand les lilas fleuriront au vent les capuchons de laine, robes rouges nous remettront quand les lilas fleuriront. Un fiacre à diable, un fiacre à jaune avec un cocher blanc. Derrière les sorts baissés, et diable, derrière les sorts baissés, on entend des très baisers. Vous êtes si jolie, oh mon bel ange blond, que ma lèvre amoureuse en baisant votre front semble perdre la vie, ma jeunesse et Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. En avant contre la l'église, les maudits sans honneur sont pas, les alignés en bout de mise, la justice et le droit. Je voulais, en votre nom à tous, remercier André et Jean-Louis pour le travail remarquable qu'ils ont accompli. Monsieur le maire. Tout d'abord, permettez-moi de vous saluer, vous tous et vous toutes. Je voudrais remercier particulièrement aussi M. Cluzel, M. Beck, ainsi que Jean-Louis, Couderme, Jacques Fontaine, Claude Ginestier, pour cette soirée. Je vous remercie aussi pour le travail que vous avez accompli par rapport à cette réussite, cette soirée qui est si bien réussie. Je travaille le documentaire sûrement des mois que vous avez passés pour avoir une soirée aussi réussie et aussi bien expliquée. Ça, je vous en remercie. Je voudrais aussi remercier les intervenants qui ont lu différentes lettres de poilus, certaines avec émotion. C'est vrai que ça a été des témoignages très précis, très présents, et je vous en remercie pour la lecture que vous avez faite. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les remercier, on peut les féliciter, surtout de la qualité de leur travail, de la qualité et l'organisation de ces soirées. Vraiment. Merci à vous tous et toutes et bonne soirée.